Donc là, on est avec Nicolas. Donc, bienvenue Nicolas. C'est un ancien de mes sportifs. L'année dernière, il a fait 70,3. Donc, il a très bien réussi son épreuve. Et puis, il va aller dans la nutrition. Je vais vous parler un peu déjà de ce qu'il fait. Et après, on va aborder les termes qu'on a voulu voir ensemble. Donc, ce qui est la nutrition de chez soi et la nutrition qu'il faut aborder avant la course. Donc, voilà, je vais te laisser la main, Nicolas. Puis, si après, vous avez des questions, si vous avez noté des choses, une fois qu'il aura fini de discuter de ça, bon, vous pourrez lui poser des choses de la vie active ou autre. Enfin, vous pouvez, sur la nutrition, vous n'hésiterez pas à la fin. Et voilà. Courage, bon call à tout le monde et c'est parti. Ok, ben merci Charlie. Donc, je me présente, je m'appelle Nicolas Gallo. Je suis sportif depuis très longtemps. J'ai joué au haut niveau football en Division 3 au Paris Football Club. Et dans des clubs, quand j'étais en jeune, dans des clubs un peu plus internationaux. Et suite à une blessure, j'ai remis en question ma possibilité de carrière, mais j'avais déjà des orientations scolaires sur le plan diététique. Et j'ai donc obtenu un BTS en diététique, option diététique sportive. Voilà. Par la suite, je suis devenu naturopathe et entre-temps, j'ai travaillé beaucoup dans le médical et j'ai aussi des diplômes, des diplômes universitaires dans le domaine de la génétique, des maladies auto-immunes, c'est un peu ma spécialité, et de l'alimentation en règle générale. Voilà, de la nutrition. Ce soir, le thème, il est double et il est complémentaire. Le premier thème que je vais aborder, c'est l'alimentation, mais dans un cadre très général, c'est-à-dire qui convient aussi bien aux sédentaires qu'aux personnes actives. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, étant donné que chaque individu est unique, il a un organisme qui lui est propre, il a une génétique, il vit dans un environnement avec possiblement une pollution qui est déjà présente ou qui est, comment dire, progressive. La personne a peut-être aussi, comment dire, voyagé durant sa vie dans des villes qui sont plus ou moins polluées, ou alors elle habite en province, dans un espace qui est plutôt protégé, ou elle habite en ville. Donc, tous ces cas particuliers, on ne va forcément pas entrer dedans parce que, encore une fois, ça reste des cas particuliers. Donc, l'alimentation au quotidien pour la personne sédentaire ou la personne sportive. Et le deuxième thème abordé qui est complémentaire, c'est le comportement alimentaire. Là, je parle déjà de comportement, on n'est plus dans les habitudes. Le comportement alimentaire à adopter dans un cadre général, encore une fois, 3 jours avant la course. Parce qu'il y a des choses à faire qui sont intéressantes pour maximiser, pour optimiser son potentiel énergétique. Voilà. L'alimentation au quotidien, on parle de bien manger, et bien manger, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un mot c'est une expression qui est plutôt galvaudée. Moi, je le vois avec mes patients, parce qu'ils me disent qu'ils mangent bien, or, ils sont en pathologie. Ce n'est pas forcément lié à l'alimentation, mais c'est un phénomène aggravant. Alors, bien manger, ça veut dire avoir une bonne hygiène alimentaire. Et une bonne hygiène alimentaire, ça veut dire déjà manger de tout, parce que nous sommes un animal omnivore. Donc, on va manger du cru, du cuit, des légumineuses, des céréales, des fruits, des légumes, des viandes. Elles sont variées, des poissons, des crustacés, tout ça. Manger bien, ça veut dire manger équilibré et manger un peu de tout. Mais ça veut surtout dire manger de bonnes sources. Et là, on est face à un dilemme que je vais développer forcément. Et donc de bonnes sources, mais aussi dans des quantités qui sont propres à chacun et qui sont adaptées en fonction de nos besoins. Forcément, quelqu'un qui va pratiquer l'haltérophilie aura des besoins alimentaires, nutritionnels qui vont être complètement différents de quelqu'un qui fait un sport d'endurance. Et quelqu'un qui est sédentaire aura des besoins qui vont être forcément beaucoup plus réduits que quelqu'un qui fait du bicotidien, par exemple. L'intérêt d'avoir une alimentation équilibrée, c'est d'avoir un métabolisme qui est optimal. C'est-à-dire un métabolisme, ça veut dire, le métabolisme, c'est l'ensemble des opérations biochimiques de l'organisme, donc le fonctionnement des organes, la production des différentes hormones et l'appareil digestif, l'appareil respiratoire. Bon, tout ça, je pense que tout le monde en a au moins une connaissance basique, parfois même une connaissance un peu plus pointue. Et puis, avec les différents supports aujourd'hui qu'on a informationnels,
eh bien, on a des connaissances qui sont un peu plus développées. Voilà. Cet intérêt d'avoir une alimentation équilibrée va nous permettre d'être plus en vitalité, de réduire le risque de troubles de la digestion, de réduire le risque d'avoir des douleurs, qu'elles soient articulaires ou tendineuses, et aussi moins de stress. Aujourd'hui, on sait que notamment le sucre est pointé du doigt par de nombreux endocrinologues. Le sucre est pointé du doigt parce qu'il est source de frustration quand on en manque. Et cette frustration va générer dans notre organisme une acidification des tissus. Et cette acidification, eh bien, c'est un prémisse au phénomène inflammatoire. Voilà. Donc, pour parler de cette alimentation équilibrée, je vais d'abord vous parler des produits qui sont à éviter dans notre alimentation parce qu'ils sont regroupés par famille. Et une fois qu'on a éliminé ça, eh bien, on sait ce qui est potentiellement bon pour notre corps. Donc, les produits à éviter, ce sont les produits qui sont transformés. Ça tombe sous le sens. Les produits transformés, ce sont les produits que vous allez trouver. Alors, il y a deux catégories. Hein. Il y a les produits transformés sucrés et les produits transformés salés. Aujourd'hui, et je le comprends pour les gens qui ont un temps professionnel qui est très accaparant, qui ont peu de moyens pour préparer leurs différents repas et peu de temps aussi également. Donc, ce sont des gens qui vont facilement, et l'agroalimentaire est là pour eux, ce sont des gens qui vont se tourner vers une alimentation qui est déjà préparée à leur place. Mais vous allez constater, ou vous l'avez déjà fait, que dans cette alimentation-là, dans ces produits-là, vous allez avoir des conservateurs, des exhausteurs de goût, des régulateurs d'acidité, des produits chimiques qui sont des colorants artificiels, et j'en passe. Voilà. Et dans l'élaboration de ces produits-là, eh ben, il peut y avoir aussi, si l'eau utilisée pour élaborer ces produits n'est pas de bonne source, vous allez avoir, j'y reviendrai tout à l'heure dans la partie quelle eau boire, vous allez avoir des traces médicamenteuses, vous allez avoir ce qu'on appelle des PFAS, les PFAS ou les PFAS en anglais, ce sont des polluants éternels qu'on n'arrive vraiment pas à détruire ni à récupérer. Vous allez avoir des produits phytosanitaires, ce qu'utilisent la plupart des agriculteurs qui font de l'énorme volume pour protéger leur culture contre l'invasion des différents nuisibles. Tout ça va se retrouver dans notre eau, donc dans notre alimentation et notamment dans l'alimentation qui est élaborée par les industriels. Voilà. En ce qui concerne les produits salés, vous avez les chips, vous avez tout ce qui concerne l'apéritif, les biscuits, apéritifs, vous avez notamment aussi les produits, les plats préparés. Alors, moi, je critique pas tout ce qui est préparé, vous avez des bonnes choses hein, en termes de nutrition. Je parle en termes d'élaboration, vous avez des polluants dedans et ils peuvent pas s'en débarrasser, donc forcément, vous les retrouvez dans votre plat et ensuite dans votre organisme. Donc, vous avez tout ça en salé et en sucré, vous avez les crèmes glacées, les biscuits, les bonbons, voilà. Je vous mets au défi de regarder, pour ceux qui ont un peu de temps, les étiquettes des produits que vous achetez. Vous allez voir que la plupart du temps, vous allez tomber sur des formules chimiques qui ne sont pas dans le dictionnaire. Et quand vous grattez un peu, il y a un livre qui est sorti, que j'ai dans ma bibliothèque, sur les conservateurs utilisés dans l'agroalimentaire, avec tous les E quelque chose. Ça fait un peu peur quand même, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont des perturbateurs endocriniens. Et on explique aujourd'hui les endométrioses, notamment chez la femme, c'est-à-dire la perturbation de ces cellules d'endomètre qui vont se nicher un peu partout dans l'organisme, sur la vessie, un peu partout, et qui explique ces phénomènes inflammatoires, donc perturbateurs endocriniens d'origine alimentaire qui sont contenus, donc encore une fois, dans ces alimentations, dans ces repas qui sont transformés. Voilà. Pour ce qui est à éviter, sucré, salé, la plupart des gens le savent, et il y a aussi les alcools.
L'alcool est une molécule qui, quand elle est comme ça, quand elle est chimique, elle n'est pas reconnue par l'organisme et l'organisme va avoir beaucoup de mal pour l'évacuer et ce qui va avoir pour conséquence d'encrasser la fonction hépatique, c'est-à-dire notre foie. Le foie, c'est un organe qui est, notamment pour la médecine chinoise, qui est l'organe le plus important du corps humain. Il est surnommé le général, c'est pas pour rien. Et il regroupe, quand on fait une coupe transverse de cet organe, il regroupe un certain nombre de cavités qui vont venir à être obstruées par les différents polluants que vous allez ingérer durant votre vie par votre alimentation, mais aussi votre respiration et aussi certains médicaments. Je mets les médicaments dans l'alimentation parce que très souvent, ils passent par la bouche, voilà, ou par le domaine anal, par la zone anale, puisqu'il y a des suppositoires, il y a des choses comme ça, et aussi de façon agressive par les injections sous-cutanées, notamment les vaccins. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, il y a vaccin et vaccin. Vous l'avez vu dernièrement avec le vaccin, entre guillemets, Covid, qui ne répond pas à la définition propre d'un vaccin, qui doit avoir une charge vaccinale dedans. C'est encore une particularité, mais effectivement, puisque c'est fait au niveau du bras, c'est considéré par l'organisme comme une agression. Et notamment, le travail, c'est de venir suggérer une réponse immunitaire, mais elle ne se fait pas dans de bonnes conditions. Et comme les gens vaccinés, on se moque de savoir un peu leur état de santé, bah, ça génère aussi des problématiques. Voilà. C'était une petite parenthèse. Mais ça fait partie des polluants, parce que les vaccins sont pas forcément, les vaccins classiques sont pas forcément les problèmes à montrer du doigt, ce sont plutôt les adjuvants qui sont additionnés au vaccin, qui vont avoir qui vont générer une intoxication du corps. Voilà, il y a du tungstène dans les vaccins, il y a des métaux lourds qui permettent l'assimilation de la souche virale, et c'est ça qui va venir engendrer la pollution du corps. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec les produits à éviter. Je pense que la plupart des gens savent que ce sont des produits qui ne sont pas recommandés dans le cadre d'une alimentation équilibrée et de bonne qualité. Je vais vous parler désormais des besoins quotidiens et ça va être très simple parce que les besoins quotidiens, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, bah, ils correspondent, ils sont à évaluer en fonction de vos besoins qui sont propres à chacun. Voilà. Si je décide de faire demain matin une sortie avec mon club de triathlon, une sortie natation, un entraînement en natation, je ne vais forcément pas me lever 1 heure avant et me faire un petit déjeuner qui sera copieux et qui sera énergétique. Voilà. Je vais opter pour quelque chose de léger et avec une énergie qui sera rapidement disponible pour pouvoir assurer mon entraînement, quitte à, après mon entraînement, prendre une ration, une collation post-workout pour venir compléter ce que j'aurais dépensé pendant mon entraînement. Voilà. Donc, encore une fois, les besoins en termes de macronutriments, c'est-à-dire les grandes familles, les glucides, qui sont les sucres, les lents, les rapides, on parle d'assimilation dans le sang, les protéines, donc les protides, et les lipides, qui sont les gras, en termes de besoins caloriques, c'est propre à chacun et c'est aussi en fonction de notre génétique et en fonction éventuellement d'un traitement médicamenteux, d'une pathologie. Bon, tout ça accumulé, ça fait que c'est vraiment à adapter à la personne. Voilà. La composition des 3 repas. Comment moi je vois les choses avec mes patients, comment je les conseille et je leur fais de la rééducation thérapeutique pour qu'ils deviennent autonomes, quitte à changer 2-3 choses. Mais sur le principe, c'est on va considérer qu'il y a 3 repas par jour, même si je comprends très bien qu'il y a des gens qui font du fasting, c'est-à-dire du jeûne intermittent, et ça leur convient, tant mieux, mais à d'autres, ça ne convient pas. Et c'est encore une autre catégorie de personnes. Prenons le cas classique de 3 repas par jour. Votre petit déjeuner doit principalement être composé de gras et de protéines. Parce que si vous n'avez pas d'activité physique qui s'ensuit, et que vous allez prendre des glucides, notamment des glucides rapides. Alors, le petit déjeuner à la française dans les hôtels, pain, beurre, confiture, jus de fruits et café. Donc, c'est un cocktail explosif pour nous sportifs parce que ça va nous amener des glucides qui sont
à assimilation extrêmement rapide. Et peut-être que le plus rapide, ce ne sera pas la confiture, mais ce sera le jus d'orange. Ce pic de glycémie, ce pic de taux de sucre dans le sang va générer une fabrication, une production d'insuline par le pancréas. Et derrière cette hyperglycémie, il va y avoir une hypoglycémie, donc un coup de barre. Et ce coup de barre, en général, il est contrecarré schématiquement par une prise de café. Donc, ce que je vous préconise, enfin, encore une fois, c'est dans la globalité, sans vous connaître chacun, c'est d'avoir une alimentation le matin qui sera principalement composée de protéines et de gras. Par exemple, ça pourrait très bien être une omelette le matin avec une tranche de jambon, un peu de fromage, accompagné d'une infusion. Et l'infusion, je vous engage aussi à la prendre au lever. C'est-à-dire qu'au lever, bon, chez les mecs, c'est beaucoup comme ça, mais chez les nanas aussi, on va aux toilettes, on va faire nos ablutions, on va, voilà, on a envie d'uriner, et c'est normal, les reins ont travaillé durant le début de la matinée, enfin, la fin de la nuit plutôt, et donc on va se verticaliser et on va avoir besoin d'éliminer. Donc, il va falloir compenser cette perte. Donc, je vous engage dans un premier temps à vous brosser les dents avant de manger. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça a une incidence sur le suivi de votre journée et de possibilités de pathologies qui sont d'ordre du parodonte, c'est-à-dire tout le tissu qui tient les dents et même des dents elles-mêmes. Pendant la nuit, vous avez fabriqué une plaque dentaire, du tartre. Sur cette plaque dentaire, il va y avoir des bactéries. Ces bactéries, si vous mangez, sans vous brosser les dents en premier lieu, vous allez les ingérer. Et ces bactéries qui sont pathogènes, ça veut dire qu'elles sont nocives, elles risquent de passer au travers des mailles de la digestion et se retrouver un peu plus bas dans votre sang, après la digestion au niveau intestinal. Donc, je vous encourage à vous brosser les dents et à vous brosser. Alors, là aussi, on pourra en parler pour ceux qui veulent après. Le brossage de dents, il y a une technique. Et de ne pas oublier dans votre brossage de dents la langue, parce que c'est là-dessus qu'il y a énormément de bactéries. À l'époque, moi, du temps de mes grands-parents, on utilisait un gratte-langue. Voilà, donc les anciens savaient que la langue était un peu chargée le matin et qu'il fallait aussi la nettoyer. Donc, n'hésitez pas, en vous brossant les dents, à aussi, en dernier, à vous brosser la langue et à retour cracher pour que vous ayez une bouche saine. Cette bouche saine, à présent, elle peut recevoir une première infusion. Et cette première infusion, elle est importante parce que on est toujours, l'alimentation, elle est plutôt acide que alcaline. Donc, cette alimentation, notamment si vous prenez des protéines et des lipides, qui sont principalement composés d'acides, les protéines sont composées d'acides aminés et les corps gras, ce sont des acides gras, parfois essentiels, parfois non essentiels. Mais grosso modo, cette alimentation, elle va plutôt être acide. Donc, je vous encourage à prendre dès le matin, après le brossage de dents, une première infusion qui sera composée d'eau tiède avec du jus de citron. Le jus de citron est certes, enfin le citron en lui-même est certes acide, mais il renferme une molécule qui s'appelle le citrate. Et le citrate a la particularité d'alcaliniser votre organisme. Vous commencez bien la journée en apportant des éléments alcalins à votre système digestif qui va se réveiller tout en douceur sans avoir trop de choses à effectuer, sans avoir trop d'opérations biochimiques à effectuer. Après cette première infusion, vous pourriez avoir une petite activité. Alors, ça peut être préparer vos affaires, ça peut être, comme moi, je fais du yoga le matin, donc 20 minutes, 30 minutes de yoga pour ceux qui ont du temps, une activité physique qui est de l'ordre du réveil articulaire et musculaire, un genre de travail de routine de mobilité. Pour ceux qui ont le temps, encore une fois. Hein. Voilà. Mais sinon, une petite activité, ça veut dire une petite occupation entre le moment où vous allez prendre cette infusion citron tiède et le moment où vous allez réellement prendre votre première collation, le petit déjeuner. Après cette activité que vous pourriez éventuellement faire, donc ça peut être la douche, hein, ça peut être la douche, l'habillage, la préparation des affaires, tout ça, c'est de l'activité en fait. Hein, voilà. Mais le principe, c'est de ne pas enchaîner tout de suite l'infusion qui va permettre un réveil du système digestif avec le petit déjeuner direct.
Une fois que vous avez fait vos affaires, vous avez laissé passer peut-être 10 minutes, eh bien, vous pouvez prendre votre petit déjeuner. Votre organisme est réveillé, il est prêt. Donc, vous prenez votre petit déjeuner qui est donc, encore une fois, constitué plutôt protéines et gras. Et ça va vous occuper, ça va vous permettre d'avoir une certaine énergie à peu près jusqu'à midi. Surtout que quand on absorbe des protéines, on arrive à satiété plus vite que si on absorbe des sucres. Quand on absorbe des sucres, on a la sensation d'avoir besoin de sucre à peu près 2 heures après. Donc, en fait, c'est un piège. Et pour éviter de retomber en hypoglycémie, notre cerveau, il va nous dire, reprends du sucre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont déjà en prédiabète, avec des analyses qui sont des bilans hépatiques qui sont déjà affolants. Bon. Une fois que vous avez pris ce petit déjeuner, et je vous engage à ne pas trop boire pendant votre petit déjeuner, ni trop boire pendant votre déjeuner, ni trop boire pendant votre dîner. Ça fait partie de la médecine ayurvédique. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après, je passerai sur le déjeuner et le dîner et je reviendrai sur les encas parce que je pense qu'ils sont importants pour éviter d'avoir des repas qui sont trop copieux par rapport à nos besoins énergétiques qui sont forts, surtout si on est tous triathlètes ce soir. Donc, ils sont tous triathlètes, Charlie? Ah oui, c'est bon, c'est tout triathlète. Okay. Donc, pourquoi ne pas boire trop pendant les repas? Parce que ça altère la qualité de la digestion. C'est comme si je vous demandais de nettoyer le sol qui fait 10 mètres carrés avec un bouchon de solvant pour 5 litres d'eau. Si vous apportez beaucoup trop d'eau à votre organisme, c'est comme si vous aviez toujours ce même bouchon de solvant pour nettoyer le sol, mais avec 70 litres d'eau. Vous comprenez bien que l'efficacité du nettoyage du sol sera beaucoup moins opérationnelle, le nettoyage sera beaucoup moins efficace que si vous aviez respecté les bonnes proportions. Donc, on boit beaucoup et de façon régulière en dehors des repas. Pendant le repas, on boit très peu. Sinon, vous allez diluer la qualité de votre digestion, c'est-à-dire diluer les sucs digestifs. Il faut que l'estomac soit très acide pour pouvoir dégrader les macromolécules en micromolécules, c'est-à-dire le bol alimentaire, en fait, le réduire en bouillie. Il faut qu'il ait une acidité qui est certaine. Et donc, si vous apportez de l'eau, vous allez altérer cette acidité, vous allez relever le pH, et donc ce sera une digestion qui sera moins bonne. Voilà. Et ça, c'est valable forcément pour les 3 repas. J'en viens au déjeuner. Le déjeuner, il a des similitudes avec le dîner. C'est-à-dire que vous allez prendre une assiette, vous allez la couper en deux dans le sens de la hauteur, par exemple. Donc, 50% de l'assiette doit être occupée par des légumes cuits. Ça peut être des crucifères. Alors, moi, j'aime beaucoup les crucifères parce qu'il y a de la vitamine K. Les crucifères, ce sont les choux, ce sont le chou-fleur, le brocoli, le kale, le romanesco, et j'en passe. Les crucifères, c'est très intéressant. C'est une source de fibres qui est très importante. Je reviendrai sur les fibres après. C'est une source de fibres qui est très importante et c'est riche en vitamine K. La vitamine K, c'est un fluidifiant du sang. Donc, 50% de votre assiette, légumes cuits. Ça peut être haricots verts, hein, je n'ai pas de préférence. Et puis, de toute façon, comme je vous l'ai dit, on est omnivore, donc apportez de la variété dans vos légumes. Surprenez un peu votre palais parce qu'il faut aussi prendre du plaisir. L'autre partie de l'assiette, c'est particulier. Vous allez prendre le midi, environ 60% de cette deuxième moitié d'assiette, 60% doit être composé de protéines et 40% de sucre lent, c'est-à-dire hydrates de carbone complexe, c'est-à-dire du riz ou des pâtes pour ceux qui ne sont pas intolérants. Là, en deuxième partie, je reviendrai sur le gluten. Donc, 60% de protéines, ça veut dire viande blanche, donc poulet, dinde, porc. Ça veut dire poisson. Attention aux poissons. Petit poisson, peu de métaux lourds. Gros poisson, beaucoup de métaux lourds. Et aujourd'hui, pour suivre des associations qui font des contrôles chez des éleveurs,
qui font de la pisciculture, eh bien, on s'aperçoit que les poissons sont dénaturés. Leur génétique même a changé. Donc, si vous devez manger du poisson, privilégiez toujours le poisson de pêche au poisson d'élevage. Surtout qu'ils sont alimentés, ces poissons-là, avec une alimentation qui n'est pas en adéquation avec ce qu'ils pourraient éventuellement trouver dans leur milieu naturel. Donc, pardon, Nicolas. Ouais. Excuse-moi, tu disais, le dîner, c'est 50% de légumes, donc c'est le repas du soir, c'est ça? J'y suis pas encore. Je suis au déjeuner là. Ah, c'était déjeuner, pardon. Donc le repas de midi. 50% de légumes, 60% de prot. Alors, le repas de midi, je répète, c'est tu coupes ton assiette en deux. Donc, 50% de ton assiette doit être composée de légumes cuits. Et l'autre 50%, sur cette autre partie de 50% de ton assiette, il y a 60% de protéines et 40% d'hydrates de carbone. Voilà. Et encore une fois, c'est pour monsieur tout le monde. Ce sont des éléments que je vous donne qu'il va falloir adapter à votre mode de vie, à vos goûts et à vos besoins. Comment s'adaptent les quantités, du coup, justement? Les quantités, elles sont propres à chacun. Elles sont liées à ta génétique, elles sont liées à ton environnement de travail, ton lieu de vie même, et elles sont liées à tes besoins en fonction de ce que tu as fait avant et ce que tu comptes faire après. Ok. Voilà. Et elles sont liées aussi au délai, c'est-à-dire à quel moment tu vas avoir une activité physique. L'activité physique, elle peut être non sportive. Hein. Il y a des gars qui bossent dans le déménagement, c'est une activité qui est très physique. Mais allez pas vous taper un kebab une demi-heure avant de soulever un piano. Parce que vous allez le sentir. Et vous allez le sentir comment? La digestion, elle a besoin d'une grande quantité d'énergie de notre organisme. Et cette énergie-là que vous aurez, qui est prioritaire pour la digestion, ben vous ne l'aurez pas pour votre effort. Et ça va générer des troubles. C'est ce qu'on a vu avec Sam Ledlow il y a quelques temps sur un Ironman. Il a forcément mal géré son apport glucidique parce qu'il était arrivé, il était complètement, on aurait dit un pantin. Voilà. Ses jambes ne répondaient plus, il a failli tomber dans un coma en fait. Hein, il était en hypoglycémie. Hein. Je ne sais pas à combien il était, mais il a failli perdre connaissance. Voilà. Donc, on respecte des temps de digestion. Et quand on a pris un repas et qu'on se rend compte que finalement il est un peu trop rapproché de son entraînement, ben, on ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque, on décale l'entraînement. Parce que sinon, c'est le corps qui va subir de toute façon. Avec des troubles de la digestion, avec des hypoglycémies, voilà. Rien de bien méchant au final, mais rien de confortable. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le déjeuner? Est-ce qu'il faut que je répète ou est-ce que tout le monde a compris à peu près le principe de la constitution de l'assiette? Oui. Voilà. Pour faire un point un tout petit peu plus précis sur les hydrates de carbone complexes, c'est un terme savant. En fait, ça s'appelle des sucres lents parce qu'ils ont une vitesse d'assimilation dans le sang qui est plus lente, qui est basse. Donc, vous avez des index glycémiques qui vont de 0 à 100 et ce 0 étant la non-assimilation et 100 étant l'assimilation dans le sang la plus rapide qui correspond au glucose. Donc, privilégier, autant que faire se peut, autant que possible, privilégier des index glycémiques plutôt bas. En termes de légumineuses, elles le sont toutes. Moi, je n'aime pas la pomme de terre parce qu'on ne la donne pas aux diabétiques. Elle a plutôt un index glycémique qui est un peu élevé. On va préférer la patate douce, par exemple. Le riz, vous pouvez prendre du riz complet. Il sera complet dans le sens où il y a son enveloppe, l'enveloppe de la céréale qui est présente. Ça vous fait un apport de fibres supplémentaires, un apport de protéines supplémentaires, et ça va aussi diminuer son index glycémique. Voilà. Donc, le riz, les pâtes, tout ça, c'est plutôt à index glycémique bas. Mais attention, l'index glycémique change avec la cuisson de vos aliments. Si, je donne un exemple, si vous prenez des pâtes al dente, en Italie, on fait toujours les pâtes al dente, voire un tout petit peu dures, vous allez respecter la chaîne moléculaire du produit.
enfin de l'hydrate de carbone. Plus vous cuisez les aliments, et plus vous allez dénaturer cette chaîne chimique, et votre aliment risque de se transformer en sucre rapide. Même des pâtes, même du riz, c'est comme de la confiture. C'est un sucre qui va se dégrader chimiquement et qui va être assimilé très rapidement dans votre organisme, et ça va générer la production de l'insuline par le pancréas. Donc de la fatigue au final. Voilà. Donc, mangez plutôt al dente, voire un tout petit peu dur, mais évitez les hydrates de carbone vraiment très, très fondants, quoi. Voilà. Voilà pour ce qui est du déjeuner, de l'assiette principale. En entrée, vous pouvez très bien prendre un petit bol de crudités le midi. Parce que les crudités, c'est du cru. Le cru, c'est du vivant, entre guillemets, je n'aime pas ce terme, mais il est à la mode. À quel moment le fruit n'est plus vivant? À partir du moment où on l'a cueilli ou récolté. C'est tout un débat. Et beaucoup ne sont pas d'accord. Mais la plupart des naturopathes vous disent que tant que c'est pas cuit, c'est cru. Bon, on va partir de ce principe-là. Sauf qu'on s'aperçoit qu'au bout de 3 jours déjà, quand on fait une analyse de la courgette, par exemple, qu'on a récoltée il y a 3 jours, qu'on a récolté dans le jardin, il n'y a plus rien de vitaminique. Toutes les vitamines ont disparu. Parce qu'il y a une oxydation liée à la lumière, liée à la température de la pièce. Enfin bon, non, on n'en sort pas. Voilà. Donc, si vous pouvez vous faire un petit bol de crudités avec des légumes qui sont plutôt frais, plutôt récents, mais vraiment une petite quantité, parce que les crudités, forcément, elles sont crues, elles vont vous apporter de l'eau. Encore une fois, donc attention à votre qualité digestive. Et le cru, il va avoir quelque chose d'intéressant, c'est que vous allez absorber aussi les éléments vivants de la plante que vous allez manger. Ces bactéries, ces virus, et tout ça, ça va venir nourrir les bactéries que vous avez notamment dans les intestins, qu'on appelle la flore intestinale ou le biotope intestinal, qui est à la base de la qualité de notre système immunitaire. Notre système immunitaire est géré par les bactéries qui vivent en nous. Donc, il faut aussi les entretenir. Et cet apport minimal d'éléments crus va permettre cela. Surtout que vous avez aussi des enzymes digestives dans le cru et ça va favoriser votre digestion. Vous pourriez prendre aussi un dessert, mais ça, c'est propre à chacun. Et je vous engage à ne pas prendre un dessert trop sucré pour éviter le pic de glycémie. Donc, ça peut être, moi, ce que j'aime faire, si j'ai vraiment encore une petite faim, ça va être une petite portion de skyr sans lactose, c'est-à-dire avec très peu avec du lait de brebis ou lait de chèvre, et non pas le lait de vache, et avec un peu de cannelle dessus et un peu de stevia, et ça fait l'affaire. Voilà. Et puis ça vous fait un apport protéique supplémentaire qui est intéressant parce qu'encore une fois, autant les hydrates de carbone complexes, autant les sucres vont favoriser l'endormissement, autant, c'est pour ça que je vous demande, enfin je vous préconise d'en manger assez peu le midi, mais plutôt le soir, autant les hydrates de carbone, le soir, vont encore une fois favoriser l'endormissement, autant les protéines vont permettre votre éveil, votre faculté de concentration, votre dynamisme. Donc, protéines le midi, majoritairement, hydrates de carbone complexes le soir. Et donc, on passe tout simplement à l'assiette du soir, qui, encore une fois, vous la divisez en deux, légumes cuits. Et l'autre partie, c'est l'inverse du midi. Vous allez prendre plus de féculents que de protéines. Et là, vous avez 3 repas qui sont équilibrés. Après, à vous d'apporter de la nouveauté parce que vous avez votre organisme, il va vite saturer si c'est toujours la même chose. Toujours les mêmes repas sur la semaine, moralement, vous allez chuter et apporter de la nouveauté à vos papilles, apporter de la nouveauté sur le plan gustatif en mélangeant les épices, en mettant d'autres épices, en mettant de la persillade, voilà. Moi, c'est ce que je fais. Déjà, la persillade, les épices, pardon, ça évite de saler pour les plats.
Et puis, ça apporte des goûts qui sont complètement différents. Là, ce soir, j'ai fait une soupe marocaine. Entre le cumin et demain, je ferai un truc thaï et le curry, et ben voilà. En plus, c'est pas les mêmes propriétés nutritionnelles pour ces deux épices. Mais en plus, sur le plan gustatif, bah, j'apporte de la nouveauté. Donc, je surprends un peu mes papilles. Avant de passer aux encas, vos différents repas, ce qui est important de respecter pour permettre une bonne digestion, ce qui est la première étape de la digestion d'ailleurs, c'est la mastication. Je vois beaucoup de gens qui mangent très vite, sur le pouce, qui sont pris par le temps et qui vont malheureusement avoir du mal à dégrader, à broyer ces macromolécules, ce qui fait que l'estomac va avoir déjà un premier travail qui va être très important et peut-être insuffisant, ce qui veut dire qu'il va y avoir des lourdeurs au niveau des intestins. Quand le bol alimentaire va se transformer en chyme, c'est-à-dire la résultante de cette digestion qui est déjà au niveau de l'estomac, eh bien, il va y avoir une difficulté digestive et donc une difficulté à absorber et à distribuer ces nutriments qui va passer dans le sang pour aller alimenter toutes les cellules du corps. La mastication, c'est la première étape de la digestion parce qu'il va y avoir broyage des aliments et il va y avoir sécrétion au niveau des glandes sublinguales, sous la langue. Il va y avoir sécrétion des enzymes digestives qui vont attaquer, un peu comme la mouche, elle fait, la mouche, elle vomit. Elle vomit quelque chose sur l'aliment et après, elle le pompe. Bon, nous, c'est un peu différent, mais le principe, il est le même. Dans notre bouche, on va instinctivement fabriquer des enzymes digestives dans notre salive qui vont déjà attaquer les aliments qu'on a en bouche. Et le broyage avec les dents fait que les grosses molécules vont devenir plus petites, qui va faciliter le travail de dégradation par l'estomac et ce qui va favoriser le travail par la suite d'assimilation dans les intestins et de distribution dans le sang à travers la paroi intestinale. J'en viens aux encas. Ils sont importants parce que nos besoins énergétiques sont très importants et aujourd'hui, on ne pourrait pas se permettre de louper ces deux encas-là qui sont l'encas de la mi-journée du matin et du milieu de l'après-midi. Sinon, on aurait des repas qui seraient trop copieux et donc, conséquence, digestion lente, digestion lourde, risque de ballonnement et manque de concentration sur son lieu de travail ou lors de sa séance de sport. Donc, l'intérêt, c'est de fractionner. Et 3 repas dont je vous ai parlé, les quantités restent donc encore une fois à élaborer selon vos besoins et à prendre en considération ces deux encas. Ces deux encas, ils peuvent être très simples et disponibles rapidement pour celui qui est chez lui. C'est un yaourt, quelques graines, et 2 carrés de chocolat noir, minimum 70-72% de cacao. Parce que même dans le chocolat noir, 72% de cacao, le reste, c'est du sucre. Et ce dont on ne veut pas, ou ce dont il faut se méfier, c'est les sucres rapides. Les sucres rapides, quand ils vont être digérés par le foie, ils vont être stockés sous forme de triglycérides. Glycérides, triglycérides, glucose. Triglycérides issus de la dégradation des sucres. Sucres rapides en plus. On a une capacité de stockage de ces sucres-là qui deviennent des graisses qui est minimum. Et en plus, ce sont des graisses qui sont très difficiles à brûler. Donc, pour éviter tout ça, on va encore opter pour une alimentation avec un index glycémique, un IG qui sera bas. Et en prenant cette collation-là, yaourt, graines, alors graines, c'est quelques graines, parce que là aussi,
100 grammes d'amandes, ça fait déjà dans les 400 calories. Donc, attention. Donc, quelques graines, une petite poignée. Et de toute façon, vous allez vite le voir. Si jamais vous commencez à adopter ce schéma-là de comportement alimentaire, vous allez vite voir si sur une semaine, vous avez tendance à prendre du poids ou au contraire. Votre poids va être stable, mais vous allez avoir un regain d'énergie. Donc, ça va vous convenir. Donc, toujours, encore une fois, les quantités sont adaptées en fonction de vos besoins et de vos occupations différentes. Donc, chocolat, graines, yaourt. Une autre possibilité le matin, c'est de prendre de la whey. La whey est une protéine qui est élaborée à un haut degré de qualité aujourd'hui. Si vous devez opter pour ce type de ration de protéines, je vous recommande de la whey qui n'est pas issue du monde animal. Pourquoi? Parce que même la whey bio, elle est issue, donc c'est-à-dire le lait de vache, mais il y a aussi une autre whey, je vous en parle après, c'est celle que je prends. Elle est issue d'animaux qui ont subi un traitement médicamenteux préventif. Des médicaments pour éviter que l'animal tombe malade. Et ça se retrouve aussi dans le bio. Voilà, ça fait partie des cahiers des charges. Voilà. Donc, notamment des antibiotiques. Donc, et de surcroît, le lait de vache a une particularité, c'est qu'il est inflammatoire pour notre organisme. Je fais une petite parenthèse. Le veau, à sa naissance, il fait 60 kg. Donc déjà, c'est plus qu'un bébé humain. Au bout de 2 ans, il a fait 200. Donc vous imaginez bien que le lait de vache, qui est destiné normalement au veau, en plus, il n'est pas destiné à l'humain, le lait de vache, il ne convient pas à un être humain. Donc il a cette particularité de générer de l'inflammation. Alors, chez certains, ça va même développer jusqu'à des pathologies du type maladie de Crohn et phénomène d'intolérance. Et puis chez d'autres, ça va passer à l'as, mais mine de rien, même si c'est en sourdine, vous apportez quand même un élément inflammatoire à votre organisme. Donc, lait de vache, moi, je le déconseille à tout le monde. Bon, la plupart de mes patients, ils sont en maladie auto-immune. Donc, c'est sûr que le lait de vache et le gluten, c'est pas pour eux. Voilà, j'enlève tout ça et puis on réintroduit progressivement avec d'autres éléments. Voilà. Donc, la whey, je vous conseille de la choisir issue de l'œuf, c'est-à-dire l'albumine. L'albumine, c'est la protéine de l'œuf. Et pour ceux qui seraient intéressés pour prendre des produits de cette nature-là, je vous recommande, j'ai rien à gagner là-dessus, le site Nutrimuscle. J'ai pas vu ce que tu avais, Sébastien, comme marque. Je n'arrive pas à lire, là, c'est flou. C'est quoi comme marque? Optimum Nutrition. Ouais. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Et ça doit être écrit en tout petit parce que je ne trouve pas dessus. Normalement, tu devrais avoir l'origine du lait qui est utilisé pour cette whey. Dans les ingrédients. Et tu l'as acheté où? Chez Decathlon. Voilà. Donc, Decathlon, ce n'est pas de la bonne qualité. Ça c'est sûr et certain. Parce que Decathlon, je connais leurs produits. Et puis, ce n'est pas eux qui fabriquent. En fait, ils achètent des produits à ce qu'on appelle à étiquette blanche et ils mettent leur marque dessus. Donc, c'est fabriqué par quelqu'un d'autre. Et puis, comme Decathlon, c'est des produits un peu tout venant, un peu pour tout public, bah, il y a une question de prix et de marché. Et donc, c'est pas de la protéine de qualité. Voilà. Isolate de whey, ouais. Ouais. Mais il faut voir si elle vient du lait de vache ou d'autres choses. Mais je pense que Decathlon, ils font pas d'albumine. Le site Nutrimuscle. Moi, j'ai Nutripure, moi. Nutrimuscle, Nutripure, c'est pas mal aussi, mais il faut voir si ça vient de la vache, Charlie. Voilà. Mais ouais. Nutripure, c'est pas mal. C'est Christophe Cario qui est le porte-parole de cette marque-là avec son frère. Christophe Cario, qui est un ancien karatéka qui fait du kata artistique. Putain, ça va nous coûter une blinde de la faire. Oui, effectivement, il y a des choix à faire et voilà. Après, je comprends. Moi, je vous donne les éléments pour que vous puissiez avoir tous les outils en main pour faire au mieux. Voilà. C'est pas moi. J'ai des enfants à vendre si vous voulez. Qui va vous conseiller un produit qui a été élaboré en usine
avec un mode de fabrication d'extraction avec des solvants. Voilà, parce que c'est le cas pour Decathlon. Hein. Je ne sais plus qui fabrique, mais pour eux, mais les solvants sont utilisés. Alors ça, c'est pas la marque Decathlon. Je l'achète chez Decathlon, mais c'est pas la marque Decathlon. Parce que je la trouve aussi ailleurs. Hein. Oui, d'accord, très bien. Ok. Bah, il faut que je m'y intéresse, si on m'en fait la demande, de chercher. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je contacte le fabricant et je lui demande son cahier des charges, ce qui est légal. Et la plupart des gens ne veulent pas, ils sont méfiants. Donc, s'ils ne veulent pas donner le cahier des charges, c'est que déjà, il y a un problème. Ouais. Parce que dans le cahier des charges de l'élaboration d'un produit, il y a tous les solvants qui sont, enfin, toute la chaîne de fabrication. Parce que là, il marque protéines de lait, mais il ne marque pas de lait de quoi? C'est étonnant parce que normalement, c'est réglementaire. C'est écrit tellement petit, mon pauvre. C'est pas très grave, tu vas trouver de toute façon. Donc, voilà. Pourquoi Nutrimuscle? Parce que moi, je les fréquente depuis très longtemps. Et Nutrimuscle propose des produits avec une traçabilité qui est vraiment incroyable. Tout est traçable. Et comment je veux dire, il propose notamment une whey qui est issue de l'albumine, donc de l'œuf. Et l'œuf n'est pas source d'inflammation pour le corps humain. Voilà. Cette prise de whey le matin ou l'après-midi, j'y reviendrai tout à l'heure pour l'après-midi, cette prise de whey, elle ne doit pas dépasser les 30 grammes. C'est vraiment notre seuil maximal d'absorption. Du matin, du coup. Le matin. 30 grammes de whey maxi à mélanger avec un lait végétal ou simplement de l'eau. Et attention aux arômes que vous allez choisir parce qu'on est tous gourmands. Donc, vous avez des whey avec des parfums, tiramisu, tout ça. Attention à ce que c'est comme arôme. La plupart du temps, ce sont des arômes chimiques. Voilà. Et même si c'est écrit arôme naturel, attention. Ça n'existe pas dans la nature, le tiramisu. Ça ne peut pas être naturel. Ça ne pousse pas sur un tiramisuier. Cherchez, pas vu. Donc, Nicolas, tu parles de lait végétal. Qu'est-ce que tu conseilles comme lait végétal? Parce que dernièrement, j'ai appris en fait que le lait d'amande et ce genre de trucs, en fait, c'était juste de la daube. Ça veut dire quoi de la daube? Qu'en fait, c'était juste de l'eau avec des adjuvants, mais qui n'avait pas d'amande ou de quoi que ce soit qui permettait de faire du lait. Alors, je dis ce que j'ai lu. Hein. C'est faux. C'est faux, je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, tu peux faire ton lait d'amande toi-même. En fait, le lait d'amande, ce sont des amandes qui sont broyées et qui sont trempées dans de l'eau. Donc, elles vont se gorger d'eau. Et au bout de quelques heures, tu vas les mettre dans un torchon et tu vas les étreindre. Et ce liquide-là que tu vas récupérer, c'est ton lait végétal. Après, des laits végétaux, il y a des modes de fabrication industriels avec sûrement des produits sucrés, notamment amandes intenses de chez Borg. Il y a du sucre en plus. Donc, vous prenez déjà une whey qui va être peut-être sucrée avec un sucre que je vous conseille, ça s'appelle la sucralose. C'est un sucre, certes chimique, parfaitement toléré par l'organisme. Et chez Nutrimuscle, la plupart des produits qui sont proposés sont faits avec de la sucralose. Encore une fois, c'est un faux sucre, mais il n'a pas d'incidence sur le plan endocrinien. Il ne va pas perturber notre fonction endocrine. Voilà. Donc, Nutrimuscle, il n'y a pas de problème en ce qui concerne la qualité. Et moi, je vous oriente plus vers l'albumine à raison d'une prise le matin de 30 grammes à mélanger avec ou de l'eau ou un lait végétal de votre choix, si possible, sans sucre. Sinon, vous allez prendre du poids. L'encas de l'après-midi peut être exactement le même. C'est vous qui voyez. Vous pourriez très bien prendre yaourt, graines, chocolat le matin. Pas trop, hein, 2 carrés, hein, ça suffit. Et puis l'après-midi, vous prenez une whey. Aucun problème. Vous pouvez faire l'inverse. Faites des tests. Vous voyez ce qui vous apporte le plus de confort digestif et le plus d'énergie finalement à votre futur entraînement. Vous pouvez interchanger pour apporter de la variété dans votre alimentation et vous pourriez aussi interchanger pour faire simplement des tests. Sur une semaine, vous allez avoir le même schéma et puis vous voyez ce que ça donne à l'entraînement.
Et puis la semaine d'après, vous changez, vous intervertissez, et vous voyez ce que ça donne. Vous pourriez avoir des surprises. En termes d'encas, il y a un autre élément, et ça, c'est ce que je consomme et que je donne à la plupart de mes patients. C'est une marque qui s'appelle Chrysler. KL, Chrysler. C'est né de deux personnes qui sont mariées femmes, qui ont leur usine à Saint-Nazaire, à côté de Nantes, donc. Et ce sont des produits qui sont particuliers parce là, on parle d'excellence nutritionnelle. Alors, eux parlent de repas. Moi, je parle de substitut de repas ou de compléments alimentaires, mais c'est une question de terminologie. En fait, ce sont des produits qui sont réduits à l'état de poudre, qui sont déshydratés, seulement pour une question de conservation. Parce que dans ces produits-là, qui sont à reconstituer sous forme de milkshake avec une eau tiède ou une eau froide, mais jamais une eau chaude, parce qu'ils renferment des probiotiques, et les probiotiques sont des organismes vivants qui vont enrichir, encore une fois, notre flore intestinale, comme vous allez prendre dans votre petit bol de midi, avec les crudités. Les produits Chrysler sont dénués de polluants. Aucun conservateur, aucun exhausteur de goût, aucun régulateur d'acidité, aucun produit chimique. Aujourd'hui, c'est un produit qui est testé en oncologie au CHU de Grenoble depuis plus d'1 an. Donc, il manque encore 10 à 12 mois pour faire une validation scientifique, puis une publication. Je peux vous dire que la totalité des patients qui sont volontaires pour cette étude, pour cet essai thérapeutique, constatent une amélioration, même dans leur traitement chimiothérapique, mais surtout dans la récupération et dans la cicatrisation de leurs tissus pour ceux qui sont fait opérer. C'est un produit que j'utilise, moi, sous forme d'encas. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement simple à prendre. Il suffit de mélanger 200 ml d'eau, 250 ml d'eau avec 3 dosettes de produits. Je ne les mélange pas en amont parce que le produit tourne assez vite, étant donné qu'il n'y a pas de conservateur. Je le fais au moment où je prends le truc. Et là, une fois que j'ai fait mon mélange, j'ai à peu près un quart d'heure pour boire ma mixture. Après, ça tourne. Comment ça va tu dis vous ça apporter… Pardon? Comment tu dis que ça s'appelle? Chrysler, K-R-I-2-S, l'or comme le prénom, L-A-U-R-E. Donc moi, je revends cette marque. Donc forcément, je gagne un peu de sous. C'est de la vente pyramidale. C'est ce qui me gêne un peu d'ailleurs chez eux. C'est un peu comme le groupement et Herbalife et tout ça. Je m'étais toujours interdit à faire ça, mais mon prof de génétique m'a vraiment convaincu du bien fondé et de la bonne mentalité des gens qui sont à la tête de cette entreprise-là et de la qualité nutritionnelle que les produits proposent. Et donc, je me prends un Chrysler tous les matins, moi. Ça s'appelle un entremets. Je vous engage à aller sur le site internet et après, Charlie vous donnera mes coordonnées si vous êtes intéressé. Je vous envoie un lien pour que vous puissiez faire un essai qui ne vous coûtera pas trop cher. Un essai de 2 boîtes, je crois que ça doit être à 58 au lieu de 78 €. Et l'intérêt, c'est aussi nutritionnel, mais c'est aussi pécunier. C'est-à-dire qu'un repas, un encas, va vous coûter moins de 3 €. Et on peut aussi bien imaginer que le jour où vous n'avez pas d'entraînement, vous allez avoir un besoin énergétique qui sera un peu inférieur. Et si en plus vous avez un temps limité pour manger, eh bien, vous pourriez très bien prendre un Chrysler à la place. C'est un repas équilibré, il apporte des vitamines, des minéraux, des éléments, des acides gras essentiels, des probiotiques, des prébiotiques, qui sont les aliments des probiotiques. Et c'est parfaitement équilibré, ça fait moins de 150 calories. Et je le donne la plupart du temps, je le donne à des femmes qui veulent perdre du poids ou même à des hommes. J'ai des hommes qui veulent perdre du poids. Ils ne veulent pas sponsoriser un petit groupe de triathlètes Non. Non, non, c'est pas leur démarche. On met Chris et l'or sur les manches, non? Ouais. C'est dommage, hein? C'est pas leur démarche. Déjà, ils voulaient pas être sur les réseaux sociaux et depuis l'année dernière, ils s'y sont mis. Voilà, parce qu'il faut vivre avec son temps. C'est plutôt l'ancienne école. C'est plutôt le réseautage et voilà. Sponsorisé peut-être par la suite, mais vu qu'il y aura une trifonction de la Team Iron Finisher, il y aura peut-être une petite place pour les sponsors. Et écoute, pourquoi pas, je pourrais toujours leur en parler. Hein, voilà. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont un athlète et c'est un vététiste qui sponsorise. Mais voilà, sur le plan sportif, ça s'arrête là parce que leur gamme
Petit sport, elle n'est pas très développée. Voilà, donc vous avez 3 possibilités d'encas que vous allez prendre 2 fois par jour. Donc forcément, un vers 10 heures, je dis une bêtise, hein, approximatif, et un vers 15 heures à peu près, 15h30, 16 heures. Et vous avez 3 possibilités, et ces 3 possibilités-là, elles sont intéressantes. Voilà, vous pouvez alterner, vous pouvez prendre un Cresslor le matin, une whey l'après-midi. Le lendemain, vous prenez un yaourt avec graines, chocolat, et l'après-midi un Cresslor, et vous faites ce que vous voulez. Mais ces 3 possibilités-là, elles sont interchangeables, et les 3, elles sont qualitatives en tout cas. Et le moins cher, ce n'est pas forcément le yaourt avec les graines et le chocolat. Faites les calculs. Petite question, Nicolas. Pardon? Petite question. Du coup, les fruits, ça a évité? Les fruits sont à éviter. Très bonne question. Je n'avais pas du tout abordé le sujet. Les fruits renferment principalement du fructose. Le fructose est un sucre lent, certes. Il fait un index glycémique de 20 sur une échelle de 100, donc il va être assimilé très lentement. Mais malheureusement, le seul organe qui est capable de le dégrader, c'est le foie. Et le foie est un organe qui fait à peu près 400 opérations biochimiques pour nous tous les jours. Et si on lui donne en plus une quantité de fructose qui est trop importante, eh bien, il y a forcément des choses qu'il ne pourra pas faire ou qui fera de mauvaise façon. Donc, j'ai rien contre les fruits, mais avec modération. Ok, merci. Sachant que le fruit du naturopathe, c'est la pomme. Et avec un copain, on a analysé une pomme bio il y a avant le Covid, ça va être 2018. On a trouvé, enfin le laboratoire a trouvé 27 épaisseurs de polluants. La pomme était bio, hein. Donc en fait, les polluants, les produits phytosanitaires, eh bien, ils ont la capacité d'aller pénétrer pratiquement jusqu'au trognon. Voilà. Il y a peu de fruits qui sont résistants aux produits phytosanitaires, hein. Il faut une grosse carapace. Il y a les avocats, il y a quelques tomates, il y a les bananes, il y a voilà, les fruits à coque en général, à grosse peau, ils sont un peu plus résistants. Voilà. Mais le reste, malheureusement, et les pommes, c'est compliqué. Voilà. Parce qu'il y a des nuisibles, hein, qui viennent détruire des cultures entières. Donc, je peux comprendre l'intérêt économique, hein, des agriculteurs, hein. Voilà. Mais les fruits, encore une fois, avec modération, toujours de bonnes sources. C'est très, très, très important. D'où vient le fruit que j'ai cueilli? Sachant qu'on parle de bio, mais vous pourriez très bien opter pour un petit producteur que vous connaissez et pour lequel vous savez qu'il n'utilise pas de produits phytosanitaires pour enrichir ses cultures et se faire un peu plus d'argent. Voilà. Donc plutôt le bio et plutôt le bio français parce que la réglementation du bio, elle est différente en Espagne et elle est encore différente au Maroc. Vous avez remarqué que sur les étals, vous avez d'abord les légumes et les fruits qui viennent du Maroc, ensuite c'est ceux qui viennent d'Espagne et ensuite c'est ceux qui sont français. Donc mangez des choses de saison et le plus possible local. Voilà, donc j'ai rien contre les fruits. On peut très bien imaginer une moitié de pomme le matin et l'autre moitié l'après-midi, mais elle va se dégrader. Donc voilà, plutôt des fruits de petit calibre, par exemple le kiwi. Aujourd'hui, on fait du kiwi en France et on fait du kiwi en Italie. Ils sont très bons. Ils sont plus petits et ils sont très bons. Voilà. Voilà en ce qui concerne les 3 repas et les 2 encas. Avec ça, ça vous fait un apport énergétique qui va être équilibré, qui va être de bonne source. Avec une bonne mastication, donc une bonne digestion, vous allez forcément avoir une optimisation de vos réserves énergétiques pour pratiquer vos activités physiques diverses et variées. Il y a aussi un élément qui est à prendre en considération avant de basculer sur l'eau qu'il faut boire, enfin, sur les eaux, ce sont les fibres. Comme je vous l'ai dit, le déjeuner et le dîner, il y a une grande partie, donc la moitié de votre assiette, qui est constituée de légumes, si possible de légumes crucifères. Ce sont des légumes qui sont riches en fibres. Pourquoi les fibres? Parce qu'elles ont la capacité de gonfler dans le tube digestif au contact de liquide. Donc, elles vont permettre le transit intestinal. Et puis aussi, elles vont avoir une action régulatrice sur les pics de glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Si vous devez faire un repas copieux un jour, comme ça a été le cas peut-être dernièrement,
Mais là, sachant que tous les mois, il y a un truc à faire. Donc là, bien, c'était l'épiphanie avec les galettes. Donc là, ça va être la Chandeleur bientôt, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, je vous recommande en amont d'absorber des fibres 1 heure avant. Ces fibres, elles vont empêcher les pics de glycémie. Et les fibres, vous avez un produit qui coûte pratiquement rien et toute la plante est constituée de fibres. En fait, ça s'appelle le psyllium. P-S-I-2-L-I-U-M. Psyllium. Le psyllium blond que vous trouvez sur Internet, que vous trouvez en boutique diététique de type Naturalia, Biocoop, Marcel et Bio, pour ceux qui ont Marcel et Fils Bio, pour ceux qui en ont un. Voilà. Le psyllium, ce sont des paillettes, c'est-à-dire le tégument de la plante, l'enveloppe de la plante. Et toute cette enveloppe-là, c'est de la fibre. Donc, c'est réduit en paillettes, c'est déshydraté, enfin, c'est séché. Et vous allez prendre ça à raison d'une cuillère à soupe, par exemple, mais commencez toujours par des petites quantités quand vous goûtez un produit pour la première fois, cuillère à café. Je vous engage à ne pas utiliser de métal. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations quantiques là, mais évitez d'utiliser du métal quand vous manipulez des compléments alimentaires. Je donnerai des informations pour ceux qui le veulent un petit peu plus tard, mais là, je rentre vraiment dans des considérations qui sont chimiques et qui sont quantiques, voilà, qui sont vibratoires. Donc, petite cuillère en bois pour commencer avec un verre d'eau et voilà, vous mélangez très très vite et vous gobez de suite. Parce que sinon, la fibre, le psyllium, va s'ouvrir, va gonfler dans le verre. Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est que ça gonfle au niveau du tube digestif pour que ça puisse faire glisser les aliments. Le psyllium, produit exceptionnel. Et en plus, ça vous fait un apport de fibres. Pour ceux qui auraient parfois des repas qui seraient un peu carencés en fibres. Voilà. J'en viens tout naturellement au transit intestinal, parce que la santé globale, forcément, suggère d'avoir un bon transit. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un bon transit intestinal? Je vais faire bref parce que la plupart n'ont pas encore mangé. Ça veut dire des selles après chaque repas, ce qui n'est pas le cas de tous et de toutes. Surtout des femmes, le transit est un petit peu plus délicat. Et puis, vous avez des particularités génétiques, notamment dans le V hercynien, Massif central, Bretagne, où on a des dolichocolons, c'est-à-dire des colons qui sont un peu plus longs, donc la digestion est plus longue. Donc, une bonne digestion, un bon transit intestinal, c'est des selles après chaque repas et, attention, pas de traces à l'essuyage. Je suis désolé, je l'ai dit. Comme les chiens, comme les chats. Pour ceux qui ont des animaux, quand vous constatez que votre chien, par exemple, eh ben, il a des selles liquides et qu'il va se mettre en position arc-boutée sur 10 mètres, qu'il a du mal à évacuer, c'est qu'il a mangé quelque chose qui ne lui convenait pas. Et donc, il a déréglé son système digestif. Donc, dans l'absolu, voilà à quoi doivent ressembler nos selles. Moulées, pas de traces à l'essuyage. Vous allez voir qu'avec le psyllium, c'est ce qui va arriver. Et ça veut dire que votre alimentation, eh bien, elle était carencée en fibres. Elle nécessitait un apport supplémentaire en fibres. Vous n'envoyez pas vos crottes de main. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, voilà. Après, je ne parle pas des selles flottantes ou tombantes, c'est encore une autre problématique par rapport aux lipides. J'en viens maintenant à l'eau. Et en fait, je ne devrais pas dire l'eau, je devrais dire les eaux. Parce qu'en fonction du moment où on la récupère, du lieu où on la puise, eh ben, ce n'est pas la même, parce qu'elle ne s'est pas enrichie en termes de minéraux de la même façon. L'eau va s'enrichir en minéraux en fonction de la roche qu'elle va fréquenter, sur laquelle elle va glisser. Et par phénomène d'érosion, eh bien, les minéraux de la roche vont se retrouver dans l'eau. Donc, on a des eaux qui sont plus minéralisées dans certains coins de France et ou peu minéralisées, notamment la Montroucou, elle est très peu minéralisée parce que la roche, elle est calcaire.
mais quand l'eau elle passe dans une roche qui est granitique, eh ben, elle va être peut-être, ou un sous-sol qui est riche en fer, eh ben, elle va s'enrichir en fer. Voilà, tout simplement. Donc, une eau de qualité, c'est une eau qui n'est pas l'eau du robinet. Et aujourd'hui, on a des bilans qui ont été faits par des ONG sur pratiquement l'ensemble des grandes villes européennes. L'eau présente des particules médicamenteuses. En France, moi j'ai analysé des eaux il y a 3 ans, paracétamol et œstrogène féminin, des hormones féminines dans l'eau du robinet. Alors des quantités qui sont toutes petites, hein. Mais encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. Ce n'est pas en buvant un verre d'eau que je vais m'intoxiquer. Par contre, sur 10-15 ans de consommation d'eau du robinet, en fonction de la ville dans laquelle je réside, je risque de créer un phénomène d'encrassement de mon organisme. Et donc un encrassement qui va générer une inflammation, qui va déboucher sur une pathologie. Si c'est une pathologie qui est de nature hépatique, c'est-à-dire le foie, comme je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'organe le plus important du corps humain, vous pouvez imaginer que c'est une maladie qui forcément sera grave. Voilà. Surtout que le foie, eh ben, ce n'est pas un organe qui est comment dire, très innervé. Donc en fait, on n'a pas de signal au niveau de notre cerveau qu'il y a un problème au foie. On le sait que plus tard, quand il y a un problème au cœur, quand il y a un problème à la vésicule biliaire, notamment, voilà, ou quand il y a un problème rénal. Voilà, on découvre que le foie, finalement, il était en anomalie, il était en dysfonctionnement. Donc, une eau de qualité, c'est ni une eau du robinet, malheureusement, même si vous allez constater l'affichage réglementaire au niveau de votre mairie que les seuils de présence des métaux lourds correspondent à la réglementation et qu'on est en deçà des seuils de tolérance. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour l'organisme. Ça veut dire que les seuils ils ont été décidés au niveau européen. D'ailleurs, certains seuils ont été réévalués à la hausse pour que les eaux puissent être considérées comme consommables. Donc là, il y a plutôt une espèce de tricherie de la part de l'Europe. Donc, ni l'eau du robinet, ni l'eau en bouteille. Parce que l'eau en bouteille, elle a été puisée dans des sources de nappes phréatiques. Ces nappes phréatiques, elles ont été polluées par un phénomène naturel ou par un phénomène mécanique lié à une action humaine, des travaux d'arasement d'un sol pour la construction d'un bâtiment, mais ces travaux d'arasement, de préparation du terrain, ont libéré depuis la Terre des molécules, des métaux lourds qui sont naturellement présents dans le sol. Hein, le cadmium, c'est un truc naturel, mais ça peut être libéré et ça peut se déverser dans un cours d'eau dans lequel il y a une récupération de cette eau par une entreprise qui va mettre en bouteille. Et Nicolas, si on a... J'entends pas. Non. Métallique. En bouteille, il faut éviter et les bouteilles et l'eau de distribution. Mais qu'est-ce qui nous reste alors? Ah ben, je vais y venir. Pardon. Je vais y venir, voilà. Donc, il faut éviter les eaux en bouteille plastique. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un phénomène. Alors, hormis la Volvic qui a été testée il n'y a pas très longtemps, et on sait que dans la Volvic, il n'y a pas d'échange avec le contenant, vers le contenu. Donc, il n'y a pas de traces de molécules de plastique dans l'eau qui a été analysée, en tout cas à ce moment-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà. Mais il faut éviter d'acheter les eaux en bouteille parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps elles sont en bouteille. On ne sait pas comment a été effectué le transport et on ne sait pas comment ces bouteilles-là ont été stockées. En plein cagnard pendant 3 ans. Moi, j'habite en Pays de Fayence, dans le Var, et j'ai une petite supérette là dans une commune voisine. Devant sa vitrine, il a des packs d'eau minérale, gazeuse, plate, voilà. Et j'ai fait une croix discrètement il y a quelques semaines déjà pour voir la traçabilité. Le pack, il est toujours là. Hein. Et nous, on a des 15 degrés en journée. Et le soir, on a des 5-6. Donc voilà, c'est sûr que le climat va avoir un impact sur le plastique qui va transmettre ces polluants à l'eau, c'est certain. Voilà. Donc,
Si vous devez acheter des eaux en bouteille, je vous recommande d'acheter des eaux en bouteille en verre. Au moins, il n'y a pas d'échange avec le plastique. Donc, la solution, laquelle est-ce? La solution, c'est d'utiliser un phénomène de filtration de l'eau par osmose inverse. Aujourd'hui, les scientifiques sont tous d'accord pour dire que c'est la meilleure méthode de filtration de l'eau. La méthode de filtration par osmose inverse, c'est une méthode de filtration par laquelle l'eau va transiter par différents vases dont les molécules seront de plus en plus petites. Et donc, l'eau va être débarrassée dans un premier vase, par exemple, dans un vase de charbon, des grosses molécules. Et puis, petit à petit, des molécules de plus en plus petites, les PFAS et les particules de plastique et les molécules médicamenteuses. Voilà. Donc, en général, dans un système d'osmose inverse, il y a 3 vases de filtration, ce qui fait qu'à la sortie, vous avez une eau pure, dénuée de molécules chimiques, dénuée aussi de quelques minéraux, parce qu'ils ont aussi une masse moléculaire qui est importante, qui peut être restée prisonnière dans la filtration. Donc, c'est une eau qui va être pure, mais qui va avoir peut-être un pH légèrement acide. Et là, alors, je reviendrai après pour ceux qui veulent optimiser leur eau. Attention au tri sélectif. Je plaisante, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, parce qu'une machine, ça vaut à peu près entre 500 peut-être et 1200 euros, une machine à avoir à la maison. Et il y a des systèmes qui se mettent à l'arrivée d'eau, mais il y a des gens qui habitent en appartement, d'autres qui habitent en maison. Donc moi, j'ai un système à l'arrivée d'eau et j'ai un système aussi portable, parce que quand je me déplace, j'ai une maison à côté de la vallée d'Aoste, en Italie. Quand je me déplace, je prends ma machine, qui est une grosse machine à café en fait, et je vais filtrer mon eau. Parce que l'eau en montagne, dedans, il y a les vaches qui pissent, je ne sais pas trop ce qui se passe. Voilà. Donc, cette eau-là, que vous aurez récoltée après filtration, elle a un pH acide. Et moi, je rééquilibre le pH de cette eau-là avec de l'eau de mer. De l'eau de mer que j'achète en pharmacie. Vous connaissez peut-être les produits Quinton. Quinton, c'était un biologiste français. Aujourd'hui, c'est une marque espagnole. Et en fait, il y a différentes eaux qui sont proposées dans les entreprises, dans les boutiques diététiques, Biocop et compagnie. Toutes ces marques-là proposent comme toutes ces enseignes-là proposent des marques d'eau de mer. Et donc, voilà, ma recommandation, c'est d'ajouter un petit peu d'eau de mer hypertonique. Ça veut dire qu'elle n'a pas été diluée, elle est pure. Elle a juste été traitée, elle est passée aux UV, elle a été filtrée, ce qu'on appelle une microfiltration à froid. C'est un peu le principe de la pharmacie d'ailleurs, parce qu'il y a des molécules médicamenteuses qu'on ne peut pas chauffer, sinon on les dénature. Donc, on fait une microfiltration à froid. On les passe dans un chinois, en fait. Donc, c'est le même principe de la pharmacopée. Cette eau de mer, elle est filtrée et on obtient une eau de mer de qualité qui va reminéraliser notre eau et qui va lui apporter un pH alcalin. Vous vous rappelez du citrate dans le citron le matin? L'intérêt d'apporter toujours quelque chose d'alcalin dans votre hydratation, parce que votre alimentation, c'est comme ça, elle sera plus acide qu'autre chose. Protéines, sucre, voilà, lipides. Voilà. Donc l'intérêt de cette eau-là, il est important. Oui, et ton alimentation en eau, ta base d'eau pour, allez, même si, allez, admettons, soyons fous, on gagne au loto, on investit dans un appareil d'osmose inversée. Ouais. Ta source d'eau, ça va être quoi? Eau du robinet. Ah, tu prends l'eau du robinet et tu la passes dans cet appareil-là. Tu la passes dans cet appareil-là. Moi, j'ai des appareils à la maison qui me permettent de prendre des mesures. Et puis, j'ai un laboratoire avec lequel je travaille. Donc, ça me permet d'analyser mon eau et en amont et en aval de ma filtration. C'est pas du tout pareil, c'est sûr. Voilà. Il y a une solution qui est un petit peu moins chère que l'osmose inverse, c'est de prendre une eau minérale qui s'appelle Monroku, qui est vendue en grande surface. La particularité, c'est qu'elle est vendue en bouteille plastique, mais vous pourriez très bien acheter un pack, transvaser le plus rapidement possible votre eau plastique dans des bouteilles en verre, et puis vous les stockez. Et puis cette eau Monroku qui présente une particularité, c'est qu'elle a un pH acide parce qu'elle est faiblement minéralisée, donc elle convient très bien aux nourrissons.
et c'est une question d'assimilation des minéraux, vous ajoutez, alors c'est 1% d'eau de mer hypertonique. 1%. Sur un litre, vous mettez 10 ml d'eau de mer hypertonique et vous avez une eau qui est à la fois de bonne qualité, parce que la Monroku, elle reste une eau de bonne qualité, et vous avez une eau qui est parfaitement minéralisée avec un bon équilibre, et ce qui vous évite de prendre aussi un complément alimentaire de type minéral. Les gens prennent du magnésium, c'est à la mode, tout ça. Pas besoin. Vous prenez de l'eau de mer que vous apportez dans chacune de vos bouteilles, vous avez l'ensemble des minéraux dans les bonnes proportions, ce qu'on appelle c'est barbare, le totum iono-minéral. Plus besoin de prendre des compléments alimentaires minéraux, fer, magnésium, manganèse. Terminé. Vous avez tout dans l'eau de mer. Et en plus, vous apportez quelque chose d'alcalin pour votre organisme qui est tout le temps en acidité, avec ce que vous mangez, avec ce que vous produisez comme effort, l'acide lactique, tout ça. Vous allez essayer de corriger cet équilibre acido-basique et d'essayer de le maintenir. Et cet apport en eau qui va être enrichi avec une eau de mer, eh bien, vous allez y parvenir. Voilà. J'enchaîne vite. Est-ce que vous voulez que je vous parle très brièvement sur le repas type de la journée? J'ai juste fait une petite fiche. Voilà. Donc, j'ai déjà abordé tout à l'heure. Donc, petit déjeuner. Moi, ce que j'aime faire, si je m'entraîne demain matin, j'ai avec le club, j'ai grosse séance natation, donc je me prends un Chrysler le matin, avec une infusion toujours au réveil, après le brossage des dents, petit yoga, et je me prends mon Chrysler, je vais à la natation, j'ai à peu près 30 minutes de voiture, et après je vais nager, et au retour, je me fais un encart. Voilà. Mais sinon, pas d'entraînement, petit déjeuner, et un truc qui m'a été soufflé par un triathlète professionnel, une galette, et apparemment, il y en a beaucoup qui prennent ça. Vous allez prendre une banane plutôt mûre que vous allez écraser à la fourchette. Vous allez y mélanger 2 œufs. Vous allez y ajouter 20 grammes à peu près de flocons d'avoine. Flocons d'avoine dérivés du blé, même famille, mais pas la même molécule de gluten. Donc, pas inflammatoire, ou très peu. Vous pouvez ajouter un petit peu de vanille en poudre, par exemple, et puis vous allez bien mélanger, vous allez mettre ça dans une poêle et vous le faire chauffer à feu doux, couvert, pendant à peu près 5-6 minutes. Vous allez avoir une galette. Sur cette galette, vous mettez une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Pour ceux qui sont intolérants, purée de noisettes, purée d'amandes. Et vous pouvez ajouter, si vous le voulez, mais vraiment pas trop, un tout petit peu de miel. Encore une fois, à prendre avec une cuillère en bois, le miel, très important. Et vous allez avoir un produit sucré, voilà, très légèrement, voilà. Et surtout, vous allez avoir un produit gras avec des céréales, donc un index glycémique très bas, des protéines avec les œufs, des sucres lents, rapides avec la banane, mais tout ça, ça va se mélanger au bol alimentaire. Du coup, vous allez avoir un repas qui va vous caler. Ça vous fait un plat qui va être équilibré, très riche en énergie, et ça va vous caler jusqu'à ça va largement couvrir l'encas numéro 1. Et avec ça, vous pourriez prendre un café. Attention au café, la caféine, c'est un excitant, tout le monde le sait, c'est un diurétique. Ça enlève l'eau du corps. On est constitué à pratiquement 80%, 99% d'eau. Quand on dit 80%, c'est faux. Aujourd'hui, on a découvert une autre forme d'eau dans le corps qui s'appelle l'eau morphogénique. C'est de l'eau, mais elle est composée de façon différente sur le plan chimique. Et ça a été découvert il y a quelques temps. Donc, il n'y a pas que l'état solide, gazeux, liquide. Il y a aussi cette eau morphogénique qui est présente dans notre corps, mais de façon un peu sournoise et de façon un peu cachée. Donc, attention à la caféine, c'est un diurétique, ça fait pisser. Mais ça peut être aussi un bon stimulant. Donc, le matin, voilà un exemple de petit déjeuner. Le déjeuner, je vous l'ai donné tout à l'heure. Le déjeuner classique, type moitié, donc crucifère ou haricots verts avec viande, protéines ou poisson ou des œufs et avec hydrates de carbone. Et je vous ai donné à peu près les proportions à respecter.
Le dîner, ça va être exactement pareil. La particularité, c'est que ce que j'aime bien faire, puisque vous avez apporté un tout petit bol de crudité le midi, le soir, vous faites plutôt un petit potage. Vous apportez de la variété. Attention au potage à base de carottes. Carottes cuites égale index glycémique élevé. Donc, pic de glycémie. Attention à la pomme de terre cuite, pic de glycémie. Voilà, c'est les deux à éviter. Donc, patate douce butternut, c'est un régal. Hein. Voilà, ça va vous apporter de l'eau, ça va vous apporter des fibres, ça va, voilà. Tout ça permet déjà une première étape du repas qui va suivre et qui ne sera pas forcément copieux. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Pour reparler un peu d'eau de mer, ce qui est intéressant, c'est vos bidons pendant les entraînements, mais je fais une toute petite parenthèse parce que ce n'était pas ce qu'on m'avait demandé. Moi, ce que je fais, donc demain, je sais que j'ai une grosse séance de natation et le soir, je vais avoir une grosse séance sur piste. Je prends 2 bidons. Un premier bidon, il va avoir une boisson isotonique. Donc, encore une fois, chez Nutrimuscle ou ailleurs, vous pouvez avoir des produits qui sont intéressants, mais vous pourriez très bien le faire vous-même à base d'eau, de jus d'orange et un tout petit peu de miel. Jus d'orange filtré, hein, sans la pulpe. Voilà. Pour ceux qui veulent, encore une fois, Charlie va donner mes coordonnées et je vous réponds gratuitement, il n'y a pas de problème. Pour concevoir votre propre boisson isotonique. Et avec un tout petit peu de bicarbonate de sodium, par exemple, pour équilibrer l'acidité. Donc, premier bidon. Et deuxième bidon, de l'eau type Moroku ou de l'eau filtrée avec un petit peu d'eau de mer. Et là, sur les 2 bidons, vous avez du sucre, vous avez quelques vitamines, un peu avec le miel, et vous avez des minéraux avec l'eau de mer, et vous avez surtout de la flotte. Voilà. Donc, vous êtes couverts, tous vos besoins sont couverts. J'en viens au dernier chapitre qui va être assez bref. On a encore combien de temps, Charlie, s'il te plaît? On peut dépasser, mais vas-y, continue. Ah merde, c'est dépassé. Ouais. Mais ils sont à 6-0 Paris déjà, alors j'ai pas vu moi. Hein, non, c'est bon, on parle pas de foot. alors, attends, je vais regarder ça là, discrètement. Donc, quel comportement alimentaire adopter en règle générale pour le commun des mortels, le triathlète global, 3 jours avant la compétition. En règle générale, les compétitions ont lieu le dimanche. Donc, qu'est-ce qu'on va manger jeudi, vendredi, samedi? Déjà, qu'est-ce qu'on ne va pas manger? Les fibres. On arrête ou on réduit drastiquement les fibres. Sinon, ça va générer des troubles digestifs. Donc, pratiquement plus de légumes. Pratiquement plus de fruits. Pas de psyllium. Notre alimentation va se cantonner à du riz blanc, pas complet, parce que complet, c'est l'enveloppe et donc c'est de la fibre. Riz blanc, cuit vapeur, avec, si vous voulez, pour du goût, un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de persillade. Voilà, pour donner un petit peu de goût, ou un petit peu de pesto, ce que vous voulez, mais petite quantité. L'élément principal, c'est le riz. Pas de ketchup? Non, ketchup sucré. Et puis, produit industriel. À moins que tu arrives à le faire au Thermomix. Non, tu laisses tomber. Non, ketchup, c'est un goût qui est sucré-salé, donc non, je déconseille fortement les produits sucrés parce que ce qu'on veut, c'est l'objectif de ces 3 jours-là, c'est de faire les stocks de glycogène, c'est-à-dire notre réserve de sucre. Elle est double, elle est musculaire et elle est hépatique. La réserve de sucre, de glycogène dans les muscles, elle est importante. Quelqu'un de sédentaire, il va avoir 15 grammes. Quelqu'un de sportif, il peut avoir jusqu'à 40 grammes. Donc l'intérêt, c'est de concevoir, de consolider ces stocks énergétiques qui sont endogènes, c'est-à-dire à nous, et de limiter un apport de sucre extérieur qui va favoriser la production de graisse. Riz blanc et protéines, viande blanche, type poulet, puis vapeur, sans graisse, le moins possible.
Donc, s'il y a vraiment deux éléments à réduire drastiquement, ce sont les fibres et ce sont aussi les graisses, parce que les graisses peuvent perturber le système digestif. Et ça va être matin, midi et soir. Rien de plus. Ouais, 3 jours. Encore une fois, c'est dans l'absolu. C'est un modèle qui est adapté ou à adapter à vos possibilités, à vos habitudes gustatives, à votre volonté. Vous pourriez très bien faire un essai sur une compétition, vous voyez ce que ça donne, et après, on peut en reparler et puis vous réadapter. Ça ne vous empêche pas de continuer à prendre les encas, à condition qu'il y ait un minimum de fibres, donc des fruits, minimum de fruits. Pas de date, c'est bourré de fibres. Pendant ces 3 jours-là, qui vont être très identiques les uns par rapport aux autres, pendant ces 3 jours-là, il y a un intérêt aussi à refaire son stock de glycogène, c'est-à-dire sa réserve de sucre musculaire, hépatique, par un apport d'un produit qui s'occupe de ça. Vous avez des produits qui sont en poudre, que vous allez délayer dans votre bouteille d'eau et vous allez faire votre recharge glucidique avec un sucre qui est lent, qui s'appelle la maltodextrine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de produits chez Oversteam, chez Baou, beaucoup de marques de compléments alimentaires qui vous proposent des produits pour refaire les stocks de glycogène, des produits de recharge. Voilà. Ça a un coût, ça a un prix. Privilégiez toujours le bio, mais ça vaut vraiment le coup de… Voilà. Vous voyez, c'est la planche à billets. Ouais. Mangez bien. Ça peut paraître onéreux. Mais manger mal, ça coûte aussi très cher. Ça coûte très cher. Parce que quand on mange mal, on est en carence. Et donc, on a envie de manger un peu plus, en fait. Quand on mange mal, on mange plus. Et quand on mange plus, on dépense autant d'argent que si on mangeait moins et mieux. Et encore une fois, c'est en règle générale et c'est par expérience que je vous dis ça. Voilà. Donc là, tu parles surtout éviter les fibres, éviter les graisses, charger en glycogène. Alors, les protéines, c'est le but aussi, je suppose. Alors, le glycogène, c'est le nom du sucre qui est dans tes muscles et dans ton foie. Mmh. C'est cette réserve qu'on appelle comme ça. D'accord? Mais charge à toi à augmenter tes réserves en faisant un apport durant ces 3 derniers jours qui va être principalement constitué de glucides. Et de glucides de type riz blanc basmati, plutôt que thaï, parce que thaï, il a un index glycémique un petit peu plus élevé. Le basmati, c'est un peu plus bas. Et donc, avec ça, avec ce comportement alimentaire-là, plus l'apport d'un produit qui va te faire de la recharge par de la maltodextrine, tu vas arriver à ta compétition, tu seras au top. Et les quantités? Les quantités de quoi? Du produit de riz et de viande blanche. Le riz, encore une fois, entre quelqu'un qui fait 56 kilos, un marathonien là, comme Navarro et moi qui en fait 82, on ne va pas avoir besoin des mêmes quantités. Donc, à adapter en fonction de votre morphologie. Voilà. Mais moi, grosso modo, je fais 1m87 et je fais 82 kilos. Je me fais un bol de riz avec un peu de persillade et une bonne huile d'olive. Et puis, je prends un filet de poulet que je coupe en 2. J'en garde une partie pour le soir et je le coupe en tout petits morceaux et ça me fait un bol de riz avec un petit peu de protéines. Voilà. Et ça pendant 3 jours. 100 grammes, 100 grammes. 100 grammes, ça me paraît beaucoup en légumes, en riz cru. Ça me paraît beaucoup. Parce qu'une fois qu'il est cuit, ça fait du volume quand même. L'intérêt de manger peu ces 3 derniers jours, c'est que vous allez être en sèche. Vous allez être en sèche. Vous allez perdre un tout petit peu de poids. Tu vas manger moins dans les 3 jours avant une compète. Ouais. Tu vas manger moins les 3 jours avant une compète. Les repas seront moins caloriques et moins importants en termes de volume. L'objectif, c'est de perdre quelques centaines de grammes
Et pour faire un parallèle avec les chiens qui font du travail, notamment du ring, du mont du ring, enfin du mordant, on les met à la diète. Parce qu'on sait que quand le chien il est en dessous de son poids de forme, eh bien, il est beaucoup plus performant. Les chevaux de course, c'est exactement pareil. 2-3 jours avant la compétition, pour ceux qui ont des éleveurs, des éducateurs autour d'eux, ils peuvent poser la question. Pour les chiens de course, les chevaux de course, on les met légèrement à la diète. Ils ne font pas des repas copieux pour avoir de l'énergie. Après, il y a la pesée, ils mettent des lestes pour qu'ils soient à peu près tous au même poids, les jockeys. Oui, je parle. Attends, je vais couper. Je parle pas des jockeys. Hein. Ah, les chevaux. Alors, attends, j'ai coupé. Oui, je parle des chevaux, moi. Alors, attends, j'ai coupé. Je ne sais pas pourquoi j'ai coupé. Et la veille, une bonne charge d'avoine, là, histoire de bien stimuler l'histoire. Avoine et à vapeur, ouais. Donc, voilà. Le comportement absolu à avoir, à adapter en fonction de vos besoins, avec une recharge glucidique avec des produits. Moi, c'est ce que je fais pendant 3 jours. Je me remplis les bouteilles d'eau, je prends ce produit-là. Il y a beaucoup de marques, mais j'utilise beaucoup leur Steam. Et un comportement alimentaire où je vais réduire pendant 3 jours à la fois les graisses et à la fois les sucres rapides et les fibres. Et voilà. Et je suis au top. Et le jour de ma compétition, je prends un Chrysler, mais ce ne sera pas un Chrysler comme je vais prendre toute la semaine. Ce sera un Chrysler qui s'appelle Smart Repas. Et en fait, c'est hyper calorique. Il y a 450 calories. Avec ça, je suis calé. J'ai toutes les vitamines, tous les minéraux et c'est vite assimilé en plus. C'est des produits qui sont vite assimilés. Voilà. En parallèle de tout ça, sur votre semaine, et non pas sur les 3 derniers jours, mais sur votre semaine complète, c'est intéressant de faire une charge aussi. Alors, minéral, vous l'avez avec l'eau de mer. Pas besoin de prendre de compléments. Mais vitaminique. Les vitamines, elles sont sensibles à la chaleur, elles sont sensibles à la lumière, donc thermosensibles pour la chaleur. Donc, c'est intéressant d'avoir une supplémentation vitaminique. Donc, complexe. Et ça, c'est épisodique. C'est juste la semaine avant la compétition. Ce n'est pas un truc qui va coûter très cher. Et je vous donnerai la marque. La marque, c'est d'ailleurs, vous donnez maintenant, ça s'appelle Sunday Natural. Sunday Natural. C'est un site allemand et les qualités sont de très haute valeur. Donc, 3 éléments à prendre en considération. La vitamine C, puissant antioxydant, elle gère une centaine d'opérations dans le corps. Un complexe de vitamines du groupe B, qui sont vulgairement les vitamines de l'énergie. Et 3e et dernièrement, la vitamine D. Une étude est sortie il y a quelques semaines sur des sites de publication scientifiques. La population ouest européenne est carencée en vitamine D, ce qui génère de l'ostéoporose. On est carencé en D. On ne s'expose pas assez au soleil et notre alimentation n'est pas assez riche en vitamines du groupe D. Et la meilleure des vitamines D, c'est la D3, qui est associée à la K2. D3, K2. Touché. Tout ça sur, bien joué, tout ça sur Sunday Natural. Je trouve que c'est le site qui propose le bon compromis rapport qualité-prix. Surtout qualité. Voilà. Pour les quantités, c'est très simple. Vitamine C, 3 grammes par jour, en forme de gélule. Vitamine D, vous suivez la posologie parce que ça dépend des marques, vraiment, mais là, vous suivez la posologie, donc le complexe de B, ça sera peut-être une ou 2 gélules par jour. Et la vitamine D3, K2, qui sera sous forme de gouttes, vous prenez 4 gouttes à un dosage de 1000 unités internationales, 1000 UI, parce qu'il y a plusieurs dosages chez eux. Vous prenez des petits flacons qui sont sous forme de goutte à goutte. Moi, j'achète 1000 unités internationales. Je prends 4 gouttes le soir, accompagné d'un repas qui sera peut-être un petit peu plus riche en gras. Mais vous prenez ça le midi ou le matin ou le soir, peu importe. Et vous allez apporter 4000 unités internationales. Et ça, vous le faites sur la semaine, du lundi jusqu'au dimanche matin. Et là, quand vous allez arriver à votre compétition, vous aurez limité ce qui
qui peut générer des troubles de la digestion, fibres et gras. Vous allez refaire votre stock de sucre dans votre organisme, au niveau musculaire et au niveau de votre foie, donc votre glycogène. Vous allez apporter de l'eau de mer tout au long de la semaine, mais en fait, ça va être votre, pour ceux qui le choisissent, votre mode de vie, votre mode alimentaire, d'apporter dans chaque litre d'eau 10 millilitres d'eau de mer hypertonique. Donc, votre ration minérale, elle va être linéaire, elle va être constante. Et la semaine où vraiment vous avez la compétition, vous faites une supplémentation vitaminique en C, en B, complexe de B, et en D3, K2. Voilà. Et là, sur un plan nutritionnel, c'est optimal. Nicolas? Voilà, j'en ai fini. Nicolas, tu m'entends? Oui, bonsoir Claude. Bonsoir. À la place du poulet, est-ce qu'on peut mettre des œufs? Oui, ouais. Bien sûr, aucun problème. Un œuf, 2 œufs, plutôt bio. Alors attention, il y a une polémique sur les œufs bio en ce moment. Voilà. Si c'est un gars qui est à côté de chez vous, vous pouvez lui faire confiance. En général, on donne tout aux poules, hein, elle bouffe tout, hein, les épluchures, les coquilles. Moi, je donnais des coquilles d'huîtres concassées parce que c'est riche en calcium et ça densifiait la qualité de la coquille. Voilà. Mais elles mangent de tout, hein, elles mangent même du poulet, les poules. Elles sont carnivores, elles sont omnivores. Mais les œufs, oui, tout à fait possible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est votre moment, là. Tout le monde a tout gobé, donc super. On était tenté. Il n'y a plus qu'à mâcher. Moi, je croyais que c'était le vélo qui allait coûter le plus cher. Oui, bah tu peux, hein, écoute. Hein. J'ai un copain qui vient de s'acheter un Pinarello, là, donc voilà, 24 000. Garde-le, c'est un bon copain. 24, c'est C'est bon. juste un copain. Moi, je me limite à 6-7 000, déjà, c'est pas mal. J'avais une petite question Ouais. pour toi. Je vois beaucoup de choses par rapport nutrition, métabolisme, âge, sexe. Il y a plein de choses apparemment qui sont productives et qui sont contre-productives. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Par exemple, est-ce qu'il y a des ingrédients qui sont typiquement à éviter le matin, le midi, le soir quand on a je sais pas, quand on a 30 ans ou quand on a 50 ans, quand on est un homme, quand on est une femme, est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça qui changent drastiquement? Non, non, non. Ce qui peut changer, c'est, moi, je parle pas d'âge, je parle de vieillissement cellulaire. Il y a des gens qui ont un métabolisme qui est très performant à 70 ans. D'ailleurs, le doyen, là, il est de la prom classique, là, dimanche, il est de 1941. C'est un M10. Et il l'a fini dans les temps. Donc, vous avez des personnes qui vont être plus âgées que vous, qui vont avoir un métabolisme plus performant que le vôtre. Donc, il n'y a que ça comme différence. Voilà. Mais sinon, des choses qui sont à éviter par rapport à l'âge ou non. Il y a une chose que je vais ajouter par rapport à l'âge pour les personnes qui ont plus de 50 ans, mais on pourrait dire 45, c'est le collagène. Voilà. Avec le vieillissement cellulaire, notre organisme fabrique de moins en moins de collagène. Donc, il est important de l'ajouter en complément alimentaire à raison de 10 grammes par jour. Donc, ça ne revient pas très cher. T'en as du collagène, Sébastien? Moi, je croyais qu'il fallait le virer. Non, 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 tu le gardes. Tu as quel âge? 16 ans, c'est pour mon acné. Contre l'acné, c'est du zinc qu'il faut. J'ai 46 ans. Bah, parfait. Voilà, donc j'en tu prends fais parce bien. que ma femme m'a dit d'en prendre. Ah, d'accord. Okay. Pour ça, je prends du magnésium. Bah, avec l'eau de mer, tu n'auras plus besoin. Parce qu'il paraît que le magnésium, ça apaise. Elle pense que ça va changer mon caractère et de la multivitamine. Alors, non, le caractère, c'est différent. Le magnésium, effectivement, il a un impact sur ton système nerveux central, et donc sur ta qualité de sommeil notamment, mais sur ton caractère, non. Ton caractère, il est inhérent à tout ce que tu as vécu avant et aux gens que tu fréquentes. Je fréquente plus personne. Bon, il reste ta femme. C'était ça le problème. Je suis pour la peine des ménages, moi. Voilà.
Et aussi la créatine. De toute façon, avec le temps que ça prend le triathlon, j'ai plus de copains. J'ai plus de copains. Voilà. Si, sur le vélo. Ouais, sur le vélo, bah, je roule tout seul. Bah, en compétition. Ah, t'es pas là pour papoter, hein. Ouais, ben, Moi, je rigole. Hein. c'est pas comme De toute façon, Charlotte. et comme je sors dernier de la natation, il n'y a pas beaucoup de monde avec moi sur le vélo. Ouais, c'est sûr. Faut attendre la course à pied quand tu croises les premiers. La créatine, tu voulais dire, Charlie? Ouais, la créatine, ouais, parce que c'est bien d'en parler aussi, parce que je le préconise aussi, la créatine, c'est très bien d'en prendre. La créatine, elle n'est pas utile pour les sports d'endurance. Elle est utile pour les sports de force parce que ça agit comme un biturbo. C'est un récupérateur d'énergie qui va être redistribué par l'organisme. Une fourchette de 30 minutes, c'est-à-dire. Il paraît que ton shaker, il faut le prendre maximum 30 minutes parce que sinon, les bienfaits ne sont pas à 100%. Ah, d'accord. D'accord. Tu veux dire là, oui, je comprends. OK. Alors, il a été démontré qu'effectivement, on a une fenêtre digestive où le corps il peut encaisser tout pendant à peu près 2 heures. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des triathlètes. Il y a quelques années, je suis allé voir un copain. On est allé au resto après et il y avait des mecs qui se mettaient minables avec burger XL. Voilà, on a un burger à Nice qui coûte 70 € avec les frites. C'est le plus gros. C'est un truc, c'est énorme. Voilà. Et ça passe crème hein, sur le plan digestif parce que le métabolisme, il est encore, c'est une locomotive qui est encore en train de bourriner, quoi. Voilà. Donc c'est vrai pour certains, mais attention, on n'a pas tous les mêmes profils génétiques. Vous avez des gens qui sont andromorphes, qui sont tout secs, qui ont une capacité de digestion qui est fulgurante. Ils prennent un cassoulet et une tartiflette et 10 minutes après, ils font un match de rugby, ils ne sont pas gênés. Et il y a des gens qui sont mésomorphes, qui sont entre l'obèse et voilà, c'est le commun des mortels. Ceux-là, il faut qu'ils fassent attention. Dès qu'il y a un excès, ils le payent. Et il y a les gens qui sont méso-ectomorphes, et ceux-là, ils ont tendance à l'obésité. Mais c'est pas bien d'apporter un repas pas équilibré après, parce que c'est comme si tu mettais un mauvais carburant dans ton véhicule. Encore une fois, ton organisme, ton corps, c'est ton véhicule. Ouais, mais c'est surtout le temps dans lequel il faut t'alimenter, quoi. Alors, le temps dans lequel il faut t'alimenter, la première des choses, quand tu arrêtes une compétition, c'est la récupération. Donc, tu ne dois pas être focalisé sur la récupération de type alimentaire. C'est d'abord la récupération physique. C'est le retour au calme. Après un semi-marathon, par exemple, ce qui est intéressant, d'ailleurs, tu vois les pros le faire, c'est de continuer à faire une petite course en EF sur 5-10 minutes. Moi, c'est ce que je fais. Et en fait, je redescends dans les tours. Et après, une fois qu'un quart d'heure, 20 minutes, une fois que j'ai fait quelques étirements de confort, eh bien, effectivement, je peux prendre une ration de protéines pour venir, si tu veux, réparer les tissus musculaires qui auront été dégradés lors de mon effort. Oui, Fabrice? Non, je disais une petite bière après l'entraînement. Très mauvais. La bière, elle hydrate, certes. Très souvent, elle renferme des vitamines du groupe B. Très intéressant aussi. Même avec une clope? Oui. Quelques fibres, mais malheureusement, c'est de l'alcool. L'alcool est dégradé par le foie. Le foie a déjà une somme de travail qui est très importante. N'allons pas obstruer le fonctionnement du foie par l'ingestion d'une boisson alcoolisée. Moi, je dis que c'est dommage. Après, ça passera inaperçu. Tu finis ton Ironman, tu te prends une pinte, voilà. Mais je dis que c'est dommage. Ça peut attendre le lendemain, la bière. Ou le soir, 2-3 heures après ton Ironman. Concentre-toi sur un post-workout, une prise de compléments alimentaires de type protéiné qui va s'intéresser à réparer ce qui aura été dégradé parce qu'un Ironman, ça fait des dégâts. Et 2 Ironman, Charlotte. Comment? Les 2 Ironman, Charlotte, mais elle est plus là. Ah, j'ai pas vu.
Tout à l'heure, mais je pense que c'est mieux. Ouais, non, ça fait des dégâts. Donc, encore une fois, la qualité nutritionnelle, elle est importante tout de suite après la compétition, parce que mais j'en vois qui se mettent minables. J'en vois qui se mettent minables avant, ils vomissent, ils ont la cagalite. Même pendant la course, il y en a qui vomissent. Donc, il y a forcément un problème digestif. Et donc, un problème alimentaire. Il y a un problème de comportement, de logique, de proportion et de temps entre la prise et l'effort. J'avais une autre question, Nicolas. Oui. C'est Claude. Avec le collagène, on m'a dit qu'il fallait prendre de la vitamine C. Oui, ça peut être intéressant. Il n'y a pas forcément d'effet majorant, mais en tout cas, prendre de la vitamine C, c'est toujours intéressant. Écoute, moi, je suis formé à l'injection de vitamine C en intraveineux, qui est totalement interdit en France, donc j'ai travaillé en Suisse, où j'étais health practitioner, c'est-à-dire naturopathe qui a le droit de piquer. Donc, je faisais des pertes parfois à 200 grammes de vitamine C pour des gens qui étaient en cancer, et qui sont toujours en vie d'ailleurs, et pas forcément qui refusaient la chimio. Mais la vitamine C, il faudrait prendre pour ces scientifiques-là entre 6 et 10 grammes par jour dans le sang. C'est-à-dire que quand tu vas prendre une vitamine C qui ne sera pas protégée par quelque chose de gastro-résistant ou un liposome, un gras, aujourd'hui c'est la mode des liposomes, des produits liposomés. Donc quand tu vas prendre une vitamine C en poudre que tu vas délayer dans de l'eau ou en gélule simple, ton organisme ne va assimiler que à peu près 20% du produit. 80% restant, il est détruit dans l'acidité de l'estomac. Donc, tu vas prendre un produit complément alimentaire en parapharmacie, par exemple acérolamide, qui est une arnaque monstrueuse, parce que tu crois que c'est 1000 mg de vitamine C. Non, c'est 1000 mg d'acérola. L'acérola, c'est une cerise qui renferme certes de la vitamine C, qui est reconstituée sous forme de cachet. Et en fait, dans ces 1000 mg d'acérola, tu as, de mémoire, 322 mg de vitamine C. Alors, tu es tranquille, tu n'auras pas le scorbut, mais tu seras en carence. Apparemment, d'après un scientifique que j'ai rencontré, nous avons en nous le gène qui permet de produire de la vitamine C. Il faut savoir que chez les animaux, notamment les chèvres, la chèvre, quand elle est malade, son organisme fabrique de la vitamine C jusqu'à 40 grammes par jour. Nous, on est incapable aujourd'hui d'activer ce gène parce que dans notre évolution, l'homme a apporté par l'extérieur cette vitamine C et donc par phénomène de ce qu'on appelle la division cellulaire, la mitocellulaire, eh bien, quand il y a division cellulaire, il faut que l'organisme puisse s'alléger pour qu'il puisse faire d'autres cellules. Donc, il met de côté certains allèles, certains gènes, et notamment le gène de fabrication de la vitamine C, puisque l'organisme était servi par un apport extérieur. C'est une des explications, elle n'est peut-être pas forcément vraie, mais en tout cas, il y a une certaine logique à ça. Voilà. Donc, c'est important de l'apporter par extérieur, ces vitamines C. Moi, je prends à peu près 10 grammes par jour. Et ce n'est pas du tout contre-indiqué pour le sommeil. C'est une hérésie totale. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre la vitamine C avec du sucre le soir. Ça, c'est sûr que ça va avoir un effet dopant, notamment pour les gosses. Mais prendre de la vitamine C le soir à des enfants qui sont un petit peu turbulents, je ne dis pas qu'ils sont en pathologie, mais qui sont un peu turbulents, un peu excités, ça va les calmer. Voilà. Mais une vitamine C, la plus pure possible et surtout sans sucre. Voilà. Alors, il y a deux types de vitamine C. Il y a la vitamine C que tout le monde connaît qui s'appelle acide ascorbique, donc qui est acide. Donc, attention aussi à l'équilibre acido-basique. Et vous avez une autre vitamine C à laquelle on a ajouté 2 atomes de sodium qui s'appelle ascorbate de sodium. Et celle-ci, elle présente un pH qui est neutre. Par contre, elle a un petit goût salé. Donc, attention, le sel, rétention d'eau. Une molécule de sodium, 2 molécules d'eau. Donc, on réduit le sel le soir. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta science et pour savoir. C'est très, très intéressant. Je pense que tout le monde a aimé ce que tu as partagé.
Et puis, bah, toi, j'espère que ça t'a fait plaisir de reparler de tout ce que tu sais par rapport à ça. Bah écoute, moi enfin je sais pas si ça s'est senti, mais en tout cas c'est une passion. Donc voilà, je suis toujours dans la recherche. Je suis inscrit, je suis étudiant encore, et je pense qu'à le restant de mes jours, à la faculté, à une faculté de médecine en Suisse où je fais des études sur l'aspect nutritionnel et les pollutions environnementales. Donc, je m'intéresse toujours à ce qui se passe parce qu'on est en perpétuelle évolution de toute façon et nos organismes évoluent en fonction des différents polluants. Donc, ils s'adaptent. On a un organisme qui est fabuleux, une capacité d'adaptation à beaucoup de choses, à du stress environnemental notamment et alimentaire. Donc, voilà. Et puis, je continue ma pratique sportive course à pied et triathlon avec un calendrier 2026 qui commence à peser en termes de quantité de dossard et de coût. Merci à tous d'être venus. Et comme presque 17 ou 18 tout à l'heure, donc parfait. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, il y aura un thème prochain pour le prochain. De toute façon, on verra ça ensemble. Et puis, on remercie tous Nicolas quand même d'être venu, d'avoir passé son temps quand même 2 heures avec nous. Donc, peut-être qu'il reviendra un jour parler d'autres choses. Et, voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Charlie, d'avoir organisé ça. Merci de votre écoute. Merci à Charlie d'avoir organisé ça. Et encore une fois, à tous ceux qui sont encore disponibles, si vous avez des questions, Charlie vous transmet mon mail et puis je vous réponds, il n'y a aucun problème. Moi, je suis stimulé par le fait de partager le peu de connaissances que j'ai. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Là, je le ferai dans le groupe, donc pas de souci. Donc, passez tous une bonne soirée. De toute façon, je vous fais un petit message après dans le groupe et puis j'enverrai le mail si vous voulez contacter Nicolas pour certains sujets. Voilà. Allez, passez une bonne soirée à tous. Ouais, bonne soirée. Merci, Nicolas. À bientôt, Charlie. Ciao. Et à demain pour ceux qui sont à l'école. Ciao.